Bonjour à tous, nous continuons et nous terminons le chapitre sur les ressources énergétiques. Alors après avoir vu le fonctionnement des différentes centrales électriques, après avoir vu le phénomène de l'effet de serre et après avoir eu un petit rappel sur les différentes formes d'énergie, on va s'intéresser aux différentes ressources qu'il y a sur notre planète qui nous permettent d'avoir la possibilité de faire de l'énergie. Donc ce cours s'appelle les ressources de la Terre. Alors pour pouvoir bien visualiser de quoi on parle, lorsqu'on parle des ressources de la Terre, en fait il y a 4 zones ou environnements, si on veut, bien définis à la surface de la Terre. Il y a toute la couche d'eau qui recouvre la Terre, qu'on appelle l'hydrosphère, c'est les 2/3 de la surface de notre planète. Et l'hydrosphère, ça consiste en de l'eau essentiellement salée. Donc il y a effectivement aussi de l'eau douce, comme vous le savez, mais la principale composante de l'hydrosphère, c'est de l'eau salée dans les mers et les océans. Cette salinité, elle vient d'où? Elle vient du passage de l'eau douce lorsqu'il y a eu précipitation sur les continents terrestres. Et l'eau douce, en circulant, en ruisselant, elle va arracher des parties minérales aux roches, aux rochers, aux pierres qu'elle va rencontrer, et elle va l'amener dans les mers et les océans. Et en s'évaporant, donc on est en train de revoir un peu le cycle de l'eau, eh bien l'eau s'évapore, mais elle laisse sur place les sels minéraux qu'elle a arrachés, et ainsi de suite. Donc le cycle tourne en rond, et à chaque fois, un petit peu plus de sels minéraux sont apportés. Donc la salinité de l'eau des mers et des océans, elle continue d'augmenter sur Terre, donc très lentement, mais elle continue d'augmenter tant qu'il y aura de la place pour ces sels minéraux, tant qu'on n'aura pas atteint la solubilité maximale, eh bien il va y en avoir de plus en plus. Alors de quel sel on parle? On parle essentiellement du NaCl, le chlorure de sodium, hein, mais il y en a d'autres, comme le sulfate de calcium par exemple. Et lorsqu'on parle de la salinité de l'eau, on parle évidemment d'une concentration d'eau, et on va se rappeler qu'une concentration, ça s'exprime en grammes par litre, ce qui est l'unité qu'on retrouve le plus souvent. Alors là, vous avez une répartition des différentes salinités à la surface de la Terre. Donc on voit que la salinité, elle est entre 30 et 40, si j'arrondis, grammes par litre de sel. Et on peut voir qu'il y a des zones qui sont plus salées que d'autres. Alors, il y a des explications. Donc, si on a des zones qui sont plus salées au niveau des tropiques, eh bien, c'est parce que ce sont des zones où il fait relativement chaud. Donc, je parle du tropique dans l'hémisphère nord et du tropique dans l'hémisphère sud, et où il y a très peu de précipitations. Donc, comme il fait chaud, il y a beaucoup d'évaporation, mais il pleut très peu. Donc, ce sont des zones où il n'y a pas d'apport d'eau douce pour faire baisser la salinité. Alors que si on se met au niveau de l'équateur, il fait évidemment très chaud, comme vous le savez, mais il pleut beaucoup. Et la pluie, c'est de l'eau douce. Donc, en retombant, l'eau douce va faire rediminuer un petit peu la salinité. Donc les zones les plus salées, ce sont les zones qui sont au niveau des tropiques. Et ensuite, on a évidemment l'effet des continents sur la salinité. Donc on peut voir donc les endroits où il fait plus froid, il y a moins d'évaporation, donc l'eau douce reste sur place. Donc on voit que c'est toujours moins concentré au niveau des pôles. Et on peut voir ici, par exemple, là, ce qu'on voit là en mauve, en bleu, ce sont des apports d'eau douce par les fleuves ou les fleuves qui se déversent, qui sont de l'eau douce. Ici aussi, le Saint-Laurent qui se déverse et qui va créer une poche d'eau plus douce. Oui, on a donc vu les précipitations, la dilution et l'évaporation. Très bien. Quand il fait froid, l'eau salée peut geler. Alors c'est le cas notamment dans l'hémisphère nord. Donc ici, dans toute la zone, là, c'est l'océan Arctique en haut. Et bien lorsqu'il gèle, c'est de l'eau salée qui va devenir de la glace. Alors cette glace s'appelle la banquise. Et cette eau salée, donc c'est vraiment l'eau salée à l'origine, et elle a une particularité, c'est que le sel va tomber peu à peu, sous l'effet de la gravité, à travers la glace, et il va se retrouver en dessous de la glace. Donc peu à peu, la banquise va perdre de sa salinité. Alors ça va être très long comme phénomène, ça se fait pas instantanément, mais on va avoir en permanence de l'eau salée qui va se retrouver en dessous de la banquise. Donc en dessous de la banquise, l'eau est très salée parce que la glace au-dessus perd son sel. Alors cette eau très salée, on appelle ça la saumure. Également important à savoir, c'est comment circulent les eaux salées sur Terre, donc les eaux des océans et des mers, mais surtout des océans, circulent de manière générale sous l'effet de plusieurs facteurs. Donc, premier facteur important, il y a de l'eau
qui est moins dense et de l'eau qui est plus dense. Donc, qu'est-ce qui va entraîner une modification de la masse volumique, donc de la densité de l'eau? Eh bien, en réalité, c'est deux facteurs, la salinité et la température. Donc, de l'eau très salée et aussi très froide va avoir tendance à descendre en profondeur, alors que de l'eau moins salée et plus chaude va avoir tendance à remonter. Alors, il y a plein de facteurs qui interviennent, hein, c'est pas aussi simple que ce que je viens de dire, mais en gros, les différences de salinité et de température vont faire que l'eau va se déplacer. Donc, si elle est très salée et plus froide, elle va tomber. Il y a un endroit sur Terre où elle tombe. Donc, l'eau est relativement salée, c'est l'eau qui vient de l'Atlantique Nord, et qui est relativement froide. Donc, ici, cette eau va tomber en profondeur, puisqu'elle est plus dense. À l'inverse, il y a des zones où l'eau donc se réchauffe, ici, et ici, elle s'est réchauffée tout au long ici, et où elle est donc moins salée, elle va remonter. En surface, quels sont les facteurs qui font intervenir les mouvements de l'eau, et même en profondeur d'ailleurs? En fait, c'est plutôt donc en surface, les vents qui vont pousser l'eau dans une certaine direction, donc on appelle ça les vents dominants. Et on va avoir aussi la rotation de la Terre qui va avoir un impact sur le sens de circulation. Tout ça, c'est assez complexe, mais en gros, vous avez donc l'image de la circulation de l'eau. Donc, des gouttes d'eau qui se promènent dans les océans, eh bien, elles voyagent le long de ces courants océaniques. On appelle ça la circulation océanique, également appelée, très important, circulation thermo-haline. Thermo, ça veut dire chaleur, et haline, ça veut dire sel. Donc, c'est le nom qu'on donne à cette circulation qui s'écoule sur des milliers d'années, donc des eaux salées sur Terre. Alors vous savez également que l'eau des océans, et c'est plus marqué sur les océans, mais les mers, on peut le voir également un peu, eh bien elle monte et elle descend tout au long d'une journée. Donc ça, c'est le phénomène des marées. Alors les marées, eh bien, elles sont dues à quoi? Elles sont dues à la gravitation de la Lune, la force gravitationnelle de la Lune que vous voyez ici. Et ce phénomène peut être amplifié en partie par la gravitation du Soleil. Donc si la Lune et le Soleil sont alignés, on a une très forte marée. Ici, la Lune étant de l'autre côté, on a une marée un peu moins forte. Donc vous voyez ici, si j'habite à cet endroit-là, là où il y a mon curseur, en ce moment c'est marée basse, là c'est marée haute, là c'est à nouveau marée basse, et à nouveau marée haute ici. Donc c'est évidemment la rotation de la Lune autour de la Terre, plus l'effet gravitationnel un petit peu du Soleil qui vont créer ces marées donc de l'hydrosphère. On a parlé tout à l'heure de l'eau qui ruisselait et qui retombait en précipitation. Donc, ça va nous rappeler ce fameux cycle de l'eau que vous êtes censé connaître maintenant. Donc, de l'eau qui coule, de l'eau douce, qui descend, qui ruisselle et qui se retrouve dans les océans, puis qui ensuite, sous l'effet de l'évaporation, remonte, se condense pour former des nuages. Je vous rappelle que les nuages, c'est de la glace et de l'eau liquide. Et ensuite, les nuages vont se retomber et ça tourne en rond. Donc cette eau douce, c'est de l'eau qui contient très peu de minéraux, elle est quasiment pure. Alors il y a quelques poussières qu'on retrouve dans l'atmosphère qui vont venir modifier légèrement cette pureté, mais en gros c'est de l'eau douce qui circule sur les continents terrestres. Alors on voit que l'eau douce, ça représente très peu d'eau par rapport à l'eau salée sur Terre. C'est 3% de l'eau qui est de l'eau douce. Et même de ce 3%-là, en réalité, on va le voir après, il y a une grande partie de cette eau qui est bloquée dans la glace, donc dans les glaciers terrestres. Donc plus des 3/4 de l'eau douce est bloquée dans de la glace et le reste se retrouve dans l'eau souterraine et dans les eaux qui ruissellent en surface. Donc on peut accéder à ces deux sources d'eau douce, les eaux souterraines et les eaux douces de surface. Évidemment, les plus faciles à utiliser, c'est les eaux qui ruissellent en surface. Pour les eaux souterraines, il faut creuser des puits, il faut aller les puiser, donc les extraire. Alors on disait que la principale, l'eau est essentiellement à l'état de glace sur Terre, donc dans des glaciers. Donc les glaciers, c'est de l'eau douce gelée. Donc là vous avez un glacier qui est en montagne, mais il y a deux immenses glaciers sur Terre. Ce sont les deux qui contiennent l'essentiel de l'eau douce sur Terre. Et donc il y en a un qui est sur le Groenland, on l'appelle Inland 6, et il y en a un autre qui est posé sur le continent antarctique. On appelle ça la calotte polaire. Donc ce sont deux énormes blocs de glace qui contiennent la quasi-totalité de l'eau douce sur Terre. Ils sont gigantesques. Donc ça c'est la calotte polaire et ça c'est l'Inland 6. Alors l'eau qui ruisselle sur Terre, donc la petite quantité d'eau douce facilement accessible, eh bien elle ruisselle d'une manière assez
simple, c'est qu'elle va toujours des endroits les plus hauts vers les endroits les plus bas. Donc vous savez que les rivières, elles s'écoulent donc des montagnes vers les vallées. Alors le mot qu'on utilise pour dire que on est en hauteur, géographiquement, on appelle ça l'amont, et donc ça veut dire vers la montagne. Et les zones plus basses, on appelle ça l'aval, donc c'est dans la vallée finalement. Donc l'eau s'écoule toujours de l'amont vers l'aval. Et quand on regarde une zone géographique, on peut voir les zones dans lesquelles s'écoulent les eaux où ruissellent les eaux. Eh bien, on va voir qu'elles vont toutes dans la même direction, donc des hauteurs vers la vallée. Et il y a au fond de la vallée à peu près toujours un ruisseau ou une rivière qui récupère toutes ces eaux et qui l'envoie vers un point d'évacuation qui va se rapprocher des océans ou des mers, donc on appelle l'exutoire. Et l'ensemble de cette zone-là, donc séparée par une ligne qui est en fait le haut des montagnes, eh bien, ou des collines, hein, ça marche quelle que soit la hauteur, on appelle ça la ligne de partage des eaux. Et l'intérieur ici, qui regroupe donc toutes les eaux qui s'écoulent vers un point identique, c'est ce qu'on appelle un bassin versant. Voilà. Ensuite, on va s'intéresser à ce qu'on retrouve dans les sols. Donc, les sols sont constitués de différentes couches. Donc, on parle de la lithosphère en ce moment, la surface de la lithosphère. Quand on creuse dans le sol, là, vous voyez, c'est très beau, c'est très bien marqué. On voit différentes couleurs apparaître. Plus on va vers le sol, plus il y a de matière organique, c'est-à-dire d'êtres vivants décomposés, donc des champignons, des végétaux ou des petits insectes ou des animaux qui sont en décomposition. Donc on appelle ça de la matière organique. Donc c'est très très riche en substances organiques. Et plus on va descendre, moins il y a de matière organique et plus on va se retrouver avec de la matière minérale, donc la matière extraite de roches. Et si on descend assez bas, on se retrouve sur un socle rocheux qui s'appelle la roche-mère. Donc on dit que les différentes couches de sol comme ça s'appellent des horizons. Donc les horizons, ils sont ici. Donc on a un horizon qui s'appelle l'horizon de surface. La zone en haut, c'est l'humus, donc c'est la zone la plus organique. Et plus on va descendre, et plus on va avoir des horizons qui sont minéraux et de moins en moins organiques. Alors, dans le sol, des fois, on a des surprises. Quand on creuse, par exemple, quand on voit le sol dans des zones nordiques, on peut voir qu'il y a de l'eau en dessous du sol qui est gelée. Alors, on appelle ça les pergélisols. Donc, les pergélisols, ce sont des sols dans lesquels, comme leur nom l'indique, hein, il y a de la glace en dessous. Donc, toute l'eau souterraine en dessous est gelée. Et ces sols, malheureusement, contiennent beaucoup de gaz emprisonnés sous forme de bulles, du dioxyde de carbone, vous le reconnaissez, CO2, et du méthane, CH4. Et il y a une grande inquiétude, puisque ces deux gaz, vous êtes censé les reconnaître, ce sont des gaz à effet de serre. Eh bien, si la Terre se réchauffe, ces pergélisols vont fondre et ils vont libérer ces gaz. C'est d'ailleurs ce qu'ils font en ce moment. Donc, ils vont amplifier le phénomène de l'effet de serre. Et on finit par, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le sol en creusant? Alors, on exploite le sol. Hein, vous savez qu'il y a énormément de ressources dans le sol. Donc, les zones qu'on exploite dans le sol, on appelle ça des mines. Donc une mine, c'est un endroit qu'on a repéré dans le sol où il y a quelque chose d'intéressant à extraire. Eh bien, qu'est-ce qu'on extrait des mines? On extrait des minerais. Donc des minerais, ce sont des roches qui contiennent différentes structures, différentes molécules. Donc c'est un mélange de plein de substances minérales. Donc le minerai, il n'est pas pur, il va falloir aller le purifier. Alors les minéraux, donc ce sont les échantillons purs de matériaux, de cristaux, qu'on va pouvoir extraire des minerais. Donc ici vous avez un minerai, et on va donc, il peut y avoir des méthodes physiques ou chimiques, décomposer, découper tout ça et récupérer des cristaux purs ou des matériaux purs pour pouvoir les utiliser. Donc il faut bien distinguer mines, minerais et minéraux. Voilà pour ce dernier cours.